Alors une vidéo sur l'ensemble canonique et l'ensemble grand canonique en thermodynamique. Je vais commencer par quelques rappels sur les grandeurs thermodynamiques, donc sur l'énergie moyenne. Euh, alors on a la probabilité d'un état qui est égale, enfin la probabilité d'être dans l'état d'énergie EL pour un état microscopique, qui est égal à 1 sur z exponentiellement bêta EL, où z est la fonction de partition. D'accord, z est défini comme la somme sur l'ensemble des états des exponentielles moins bêta EL. EL sont les niveaux d'énergie. Bêta est égal à 1 sur kBt, autrement dit c'est une constante qui décroît en fonction de l'inverse de la température. La condition de normalisation sur toutes ces probabilités d'état, c'est que la somme des PL est égale à 1. D'accord? Donc l'énergie n'est pas fixée mais fluctue. Donc on peut déterminer l'énergie moyenne qui peut être déduite de la fonction de partition. La valeur moyenne de l'énergie, c'est la somme sur L des PLEL. Donc les PL, c'est du 1 sur L exponentiellement bêta EL. On va sortir de la sommation 1 sur Z qui est une constante et on a la somme sur L des EL exponentiellement bêta EL. Or, on sait que quand on dérive exponentielle moins bêta EL par rapport au paramètre bêta, hein, on a du EL qui sort. Autrement dit, cette expression-là, on peut l'exprimer comme la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta de moins la somme sur L exponentiellement bêta EL. On en déduit donc que l'énergie moyenne, E, peut s'exprimer sous la forme moins 1 sur Z, la dérivée partielle de Z par rapport à bêta. Autrement dit, l'énergie moyenne est égale à moins la dérivée partielle du logarithme népérien de la fonction de partition par rapport à bêta. Okay, donc grandeur thermodynamique et capacité calorifique. La capacité calorifique va être définie, on y reviendra au cours de la vidéo de manière un peu plus approfondie, mais bon, comme étant la dérivée partielle par rapport à la température de l'énergie. En fait, c'est la réponse de notre système à une variation de température. Donc, où la moyenne de l'énergie moyenne est une fonction qui dépend de la température du système, du nombre de particules du système, du volume, etc. etc. Entropie canonique et énergie libre. On a donc la définition de l'entropie suivant M. Boltzmann. L'entropie est égale à moins Kb, Kb étant la constante de Boltzmann, la somme sur L des produits entre les probabilités d'être dans des microétats L, d'énergie L, par le logarithme népérien de la probabilité de cette même probabilité PL. Donc ceci, on peut l'écrire sous cette forme, sous la forme KB somme sur L des probabilités L des PL, quoi, ln de Z plus bêta EL. Pourquoi ln de Z plus bêta EL? Parce que ln de PL de la probabilité de L, c'est ln de 1 sur Z fois exponentiellement bêta EL. ln d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et le logarithme de 1 sur Z, c'est moins le logarithme de Z. Et le logarithme de exponentiellement bêta EL, c'est moins bêta EL. D'où cette écriture, ci. Donc on peut dire que l'entropie est égale à la somme entre la constante de Boltzmann Kb fois le logarithme de la fonction de partition plus la valeur moyenne de l'énergie divisée par la température. Cette équation fait apparaître la combinaison moins Kbt fois le logarithme népérien de Z qui est égal à la valeur moyenne de l'énergie moins T fois S. Ok, moins TS. D'accord, on réarrange les termes en multipliant par T au numérateur, et on a cette expression. D'accord, donc ce terme-là s'interprète en thermodynamique comme l'énergie libre, ou la fonction de Helmholtz. On la note grand F généralement. Grand F est égal à E moins TS. Généralement, dans les examens, dans les exercices, en fait, elle n'est pas donnée, il faut se rappeler de sa définition. Donc, grand F, elle se définit en fonction de l'énergie, vous lui soustrayez le produit entre la température et l'entropie. Ok, donc la définition de grand F, la fonction de Helmholtz, moins kBt, logarithme népérien de Z. Ok, donc Z la fonction de partition. Autrement dit, la connaissance de la fonction de partition est donc équivalente à la connaissance de F, ce qui donne un sens physique clair ici à la fonction de partition. La relation entre Z et grand F, qui est égale à moins kBt ln de Z, est l'analogue de la relation entre oméga, l'ensemble des microétats accessibles à notre système. Oméga, c'est l'ensemble de tous les microétats de notre système microscopique, et de l'entropie grand S. Après, un grand S égale Kb, logarithme népérien de l'ensemble de tous nos microétats. L'énergie libre jouera donc le même rôle de fonction génératrice de propriétés thermodynamiques que l'entropie microcanonique. Et on a la relation suivante. Grand S est égal à la valeur moyenne de l'énergie moins l'enthalpie libre ou fonction d'Helmholtz divisé par la température. Autrement dit, l'entropie peut se calculer si on a la connaissance de la fonction de Helmholtz comme étant l'opposé de la dérivée partielle de cette fonction de Helmholtz par rapport à la température. Si on a l'expression analytique de grand F, on peut en déduire une expression analytique de l'entropie de notre système. Voilà.
Donc je reviens encore sur des choses importantes, ça va vous sembler un petit peu redondant, mais ça va pas l'être, vous allez voir, ça va vite évoluer. Donc on a dit, donc l'ensemble canonique c'est quoi, d'accord? En fait, on avait maximisé l'entropie avec une contrainte précédemment, dans une vidéo précédente en fait. Euh, la valeur moyenne de l'énergie est fixée dans l'ensemble canonique, et donc l'énergie est égale à la somme en fait sur I des EIPI, d'accord? En fait, on a une pondération de toutes les énergies du système par leur probabilité leur probabilité d'existence. Ok? PI est égal à la probabilité de EI, qui est égale à 1 divisé par Z, Z étant la fonction de partition exponentielle moins bêta fois EI. Bêta est 1 sur KBT, je le rappelle. Donc en fait, on a cherché à maximiser l'entropie avec une condition sur de probabilité, d'accord? Avec grand Z qui est égal à la somme sur exponentiellement bêta EI. On avait trouvé que bêta est égal à 1 sur kbt, d'où E qui est égal à moins la dérivée par rapport à bêta du logarithme de notre fonction de partition. C'est une fonction de partition grand Z qui est elle-même une fonction du paramètre bêta, donc de la température. Hein. Z de bêta, grand Z de bêta est égal à exponentielle moins bêta grand F. Ok, cette fois, ou grand F cette fois-ci est l'énergie libre, grand F est égal à E moins TS. À partir de grand Z, on peut calculer toutes les variables thermodynamiques. Par exemple, ici, j'ai écrit la différentielle de la fonction enthalpie libre, la différentielle donc de la fonction de Helmholtz, puisque grand F c'est égal à E moins TS, alors la différentielle de F est égale à moins S dt, moins PDV, plus mu dn, plus, d'accord? Donc, de cette identification d'expression, on peut en déduire que P, la pression, est égale à l'opposé de la dérivée partielle de l'enthalpie libre par rapport au volume. Autrement dit, ça nous permet de connaître comment varie notre système notre énergie par rapport à une variation de volume donnée, à température constante et à nombre de particules fixées. CV est la capacité calorifique du système, qui est égale par définition à la dérivée de l'énergie de notre système par rapport à la température à un volume constant. On en déduit ensuite les fluctuations de l'énergie, autrement dit l'écart type de la température, sous la forme l'écart quadratique au carré, qui est égal au produit de la constante CV, enfin la constante CV, la capacité calorifique de notre système, multiplié par le carré de la température de notre système, généralement exprimé en Kelvin, multiplié par notre constante de Boltzmann, d'accord, qui est une énergie. Autrement dit, les fluctuations microscopiques vont s'exprimer en fonction de la réponse de variables macroscopiques. Donc la capacité calorifique, ça nous donne la forme, quelque part, la réponse de notre système. D'accord? Donc comment, en fait, notre système répond à un changement de température. Bien. De tout ceci, on en déduit que la capacité calorifique, on passe, est égale, c'est un jeu d'écriture, est égal à moins t fois la dérivée seconde de l'enthalpie par rapport à dt au carré, qui est égal à t fois la dérivée partielle de l'entropie par rapport à la température. On en déduit qu'on peut calculer en fait à travers une intégrale de chemin ici que j'ai représenté delta S qui est égal à l'intégrale de t0 à grand T de CV de T sur T dt. Là, on ne peut pas sortir T de l'intégrale puisqu'on a une expression qui fonction de la température. CV peut être analytique, elle peut faire intervenir des logarithmes, des gaussiennes, que sais-je, toutes les fonctions analytiques possibles et inimaginables. De façon numérique, en fait, on peut le résoudre, hein, puisqu'en fait, delta S est une intégrale, donc on peut intégrer numériquement et obtenir une solution numérique à notre variation d'entropie. Ok. Alors là, c'est là où ça se complique, mais en fait, donc faire des calculs dans l'ensemble micro-canonique est quelque chose qui nécessite du comptage, autrement dit des capacités de dénombrement. Et en fait, c'est assez difficile, hein, le dénombrement des états, même la théorie des nombres en mathématiques est quelque chose d'assez complexe. La combinatoire en général est difficile, et c'est beaucoup plus facile de faire des intégrales, d'accord? C'est pourquoi en fait on va dans les calculs suivants et dans la présentation de l'ensemble canonique, s'occuper à un passage d'une discrétisation du système à un système continu. Okay, donc on va s'intéresser à un gaz parfait. Donc je le rappelle, le gaz parfait en fait c'est un gaz donc qui est dit parfait, c'est-à-dire on néglige les interactions entre les molécules. Bon, c'est une première approximation qui a sa validité. Donc l'énergie d'une particule E se réduit, alors j'ai écrit effectivement, l'énergie de la particule est égale à sa quantité de mouvement au carré divisé par 2 fois sa masse. Effectivement, l'énergie d'une particule, vous le savez, c'est 1/2 de mv2, mais la quantité de mouvement P est égale au produit de la masse par la vitesse, donc on en déduit que l'énergie cinétique peut s'exprimer sous cette forme. Bien.
On va donc passer d'une fonction de partition grand Z qui s'exprime sous forme discrète comme étant la somme sur tous les états d'énergie possibles de notre système accessible exponentielle moins bêta, donc bêta qui est un coefficient qui a la dimension de l'inverse d'une énergie en fait, puisque voilà, exponentielle moins bêta EI. On va passer à effectivement une version on va passer à une version pardonnez-moi, une version continue, ok? Donc, en fait, ceci, on va l'écrire sous la forme de 1 sur n factoriel. Donc, pourquoi 1 sur n factoriel? En fait, parce que nos particules sont indiscernables, donc je vais diviser par 1 sur n factoriel. On va faire l'intégrale de volume, donc D3R, dans toutes les directions de l'espace, x, y, z si on est en cartésienne. Mais bon, sur ce type de système, on verra qu'on travaille beaucoup plus en coordonnées sphériques. Voilà, du fait des symétries de notre problème, voilà. D3P, exponentielle moins bêta, l'énergie c'est quoi d'une particule? Ben, c'est son énergie cinétique, hein, ok? Son énergie cinétique c'est P2 sur 2M, bien. Alors ça, c'est une intégrale gaussienne, et on sait très très bien la calculer. Si vous avez quelques difficultés sur les intégrales gaussiennes, donc qui je répète sont des intégrales de la forme exponentielle moins bêta x moins mu sur 2 sigma d au carré, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne sur la gaussienne qui explique en long, en large et en travers tout sur la gaussienne. Donc si vous voyez cette vidéo, bon, c'est une vidéo qui fait une trentaine de minutes, elle est archi complète et la gaussienne n'aura plus de secret pour vous. Bien, tout simplement, on remarque donc l'expression d'une gaussienne. Vous avez vu, vous savez calculer l'expression d'une gaussienne. Sinon, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur la gaussienne. Donc, en fait, ce terme-là, donc exponentielle moins bêta P2 sur 2M, en fait, c'est pi sur B sur 2M à la puissance 1,5. Ok? C'est une gaussienne de type exponentielle moins alpha x2 et une exponentielle de type moins alpha x au carré, c'est racine de pi sur alpha. Voilà. Donc on a alpha qui se calcule ici en fonction de bêta sur 2m. Ok? Donc l'indiscernibilité des particules dans le facteur 1 sur n factoriel, et donc à ce moment-là, la fonction de partition va pouvoir s'écrire. Je vous rappelle, et on va le voir par la suite, que la fonction de partition va nous permettre d'accéder à toutes les grandeurs thermodynamiques de notre système, énergie, enthalpie, etc. D'où l'importance de cette fonction de partition. Donc la fonction de partition grand Z qui vaut 1 sur n factoriel V puissance n, puisque donc en fait notre intégrale elle est à la puissance n, puisque c'est le produit des énergies, c'est toutes les énergies de toutes nos particules, hein, d'accord? Donc fois V à la puissance n, qui est le volume dans l'espace des phases, fois pi sur bêta sur 2m à la puissance 1,5. Donc je vous rappelle, la gaussienne, voyez la vidéo pour calculer l'intégrale gaussienne. Sinon, vous me croyez, vous n'avez pas besoin, vous pouvez l'admettre. Ce qu'il y a, c'est qu'en examen, en exercice, soit on vous donne exponentielle moins alpha i, on vous donne la valeur généralement, et à vous à vue d'œil de reconnaître en fait une intégrale gaussienne, hein, d'accord, avec les paramètres constitutifs du problème. Donc cette fonction de partition donc, peut se mettre sous la forme donc 1 sur n factoriel v puissance n, V dans l'espace des phases, le volume de notre système canonique, 2 fois m, pi sur bêta, le tout à la puissance 3 demi de n. Autrement dit, donc bon, on voit déjà à vue d'œil qu'elle fait intervenir le nombre de particules, le coefficient bêta et bon, le volume de notre phase. Donc Z est égal à l'intégrale sur dp3, puisqu'on intègre sur toutes les quantités de mouvement, les trois quantités de mouvement, l'intégrale sur dx3, il y a 3 fois 3, 9 degrés de liberté dans notre système, exponentielle moins bêta, ah tiens, je suis passé directement à l'oscillateur harmonique. Donc je me pose la question si j'ai pas sauté quelque chose. Oui, bon, alors en fait, je viens ici. Voilà, en fait, on en était là et je repasserai au slide précédent. Enfin bref, donc on peut présenter donc nos grandeurs thermodynamiques. Ok. Notre énergie, on a vu, c'était la dérivée par rapport à bêta du logarithme de z, qui est moins la dérivée par rapport à bêta, donc du logarithme de bêta puissance moins 3 demi de n, qui est égal à 3 demi de n kBt. Ok. Autrement dit, l'énergie est égale à 3 demi de n kBt. Pour un gaz parfait, d'accord?
Bon, ici, il y a des gens qui font intervenir h bar, la constante de Planck réduite. Moi, j'ai travaillé en normalisation, j'ai pris que h bar est égal à 1. On sait que le produit de R par P, R, les positions de mouvement, P, la quantité de mouvement des particules, est équivalent à une action. H bar, ça a les dimensions d'une action. Bon, voilà. Généralement, dans notre espace de phase, bon, je fais cette petite aparté, elle peut être intéressante pour comprendre mieux de quoi on parle. On a R en abscisse et P en ordonnée. Notre espace de phase a un volume, on va dire delta P, delta R. Et donc, ça, c'est l'égalité d'Heisenberg. Le produit delta P, delta R, c'est équivalent à H bar. C'est la limite en mécanique quantique. Delta P, delta R est de l'ordre de H bar. Et on peut sommer sur tous nos états d'énergie. P2 sur 2m est égal à 8 bar. Voilà, ça c'est important. Donc, simplement, pour revenir à nos calculs, voilà, qu'on a fait ici. Non, là j'ai pris l'oscillateur harmonique, donc en fait, bon, je passe par là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai inversé les pages, c'est pour ça. Donc, à partir de la fonction partition, grand Z de bêta est égal à exponentielle moins bêta F, grand F qui est égal à moins le logarithme de Z sur bêta, on en déduit la pression, qui est la dérivée de la fonction de Helmholtz par rapport au volume, donc c'est moins l'opposé de la dérivée par rapport au volume de moins 1 sur bêta logarithme de Z, et qui est égal, c'est la dérivée d'un produit, c'est dans les dérivés de UV', c'est U' V plus UV', 1 sur bêta, la dérivée partielle par rapport au volume du logarithme de V puissance N, qui est égal à 1 sur bêta, N sur V. Donc on retrouve à travers donc ces calculs la loi des gaz parfaits qui est PV égale NKBT. Bien. Maintenant, on s'intéresse à l'oscillateur harmonique. Ok. Donc, quelle est l'énergie de l'oscillateur harmonique? Un oscillateur harmonique a une énergie qui est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. L'énergie cinétique de l'oscillateur harmonique, c'est P carré sur 2m. Son énergie potentielle, c'est un demi de M oméga carré X2. Maintenant, on revient effectivement, oula, un problème sur ma souris, à nos calculs. Donc en fait, notre fonction de partition, en considérant l'oscillateur harmonique, va s'écrire sous la forme. Donc Z, c'est l'intégrale sur l'ensemble des dp3, donc des quantités de mouvement de nos particules, de l'intégrale sur l'ensemble de toutes des positions possibles de notre particule, il y en a 3 degrés de liberté, une intégrale d'espace, une intégrale de quantité de mouvement, de l'exponentielle moins bêta fois l'énergie de notre particule, ok? Et l'énergie de notre particule pour l'oscillateur harmonique, c'est P carré sur 2m, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, 1 demi de M oméga carré X2, d'accord? Oméga, la vitesse angulaire de notre oscillateur harmonique, de notre particule. À la puissance n, puisqu'il y a n particules, on divise par le factoriel de n, parce que toutes ces particules, en fait, on les considère indiscernables, ok, indissociables. Donc, c'est égal à 1 sur n factoriel. Là, encore une fois, on reconnaît une gaussienne exponentielle de type moins bêta x2. Donc, on fait jouer la propriété de l'exponentielle, autrement dit exponentielle de moins bêta alpha plus moins bêta de x plus y, c'est exponentielle moins bêta de x fois l'exponentielle de moins bêta de y, et on utilise la linéarité de ces intégrales, et on reconnaît des intégrales gaussiennes. Donc là encore, on est capable de passer de ça à vue d'œil si on sait calculer l'intégrale de moins exponentielle moins alpha x2 dx, d'accord? C'est racine de pi sur alpha. Je vous conseille peut-être de voir la vidéo que j'ai fait 30 minutes, qui est vraiment pas mal faite, qui est vraiment très exhaustive sur la gaussienne. Donc finalement, c'est notre fonction de partition pour un oscillateur harmonique, et donc 1 sur n factoriel 2pi m sur bêta 3n sur 2 en la puissance, donc fois 2pi sur bêta m oméga 2 à la puissance 3n sur 2, d'accord? Donc on a seulement deux intégrales gaussiennes. Donc en fait, les intégrales gaussiennes, c'est très facile à calculer, on adore ça, et c'est beaucoup moins difficile que la combinatoire, le dénombrement et la théorie des nombres. Donc, on a du 1 sur n factoriel fois 2pi sur bêta oméga 3 puissance n, une somme discrète qui se transforme en somme continue. Je vous rappelle que l'objectif, c'est, à travers cette fonction de partition, de connaître l'ensemble des grandeurs thermodynamiques, notamment macro et micro, de notre système. Donc, de la valeur de z qui est égale à 1 sur n factoriel 2pi sur bêta oméga à la puissance 3n, on en déduit l'énergie, qui est moins la dérivée par rapport au logarithme, au paramètre bêta du logarithme de notre fonction z de partition, donc autrement dit le logarithme de bêta à la puissance moins 3n, ok, puisqu'on est à un facteur, on utilise la propriété du logarithme, bon voilà, j'ai utilisé quelque chose que je vais expliquer là, voilà, donc ça,
vous devriez donc le savoir, mais bon, lorsqu'on a par exemple une énergie qui s'exprime sous la forme moins la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta du logarithme de AB à la puissance moins 3n, et que si z était de la forme a fois b à la puissance moins 3n, on a donc du moins dérivé par rapport à bêta, le logarithme de a plus logarithme de ce terme-là. Ce terme-là, log de a, il dépend pas de n, donc il est de bêta, il est constant. Donc en fait, on fait directement sortir, donc cette dérivée partielle, elle est nulle. On utilise la linéarité de la dérivation partielle, et c'est directement égal à 3n, la dérivée partielle par rapport à bêta, du logarithme de bêta. Ok? Donc je reviens là où on en était. On a été donc au calcul de l'énergie. Donc on a l'énergie qui est exprimée en fonction de n. Donc l'énergie, le logarithme de bêta à la puissance moins 3n, c'est moins 3n. Ok. Donc moins d par rapport à bêta. Donc ça, on va avoir donc le dérivé pardon, du logarithme de bêta, c'est du 1 sur bêta. Hein. Le dérivé du logarithme de x, c'est 1 sur x. Donc si on a la dérivée du logarithme de u de x, on a du u' sur u, ok. Donc c'est 3n sur bêta, on identifie avec ce qu'on a trouvé sur l'énergie des gaz parfaits, c'est donc égal à 3n kb fois t. On en déduit que c'est égal à n fois 3n plus sur 2 plus 3n sur 2 kb. 3n c'est le nombre de degrés de liberté de notre système, d'accord, voire le théorème de l'équirépartition. Ok. Autrement dit, pour chaque degré de liberté, on a un demi de kbt plus demi de kbt plus d'énergie, degré de liberté. Donc voilà, on a un degré de liberté qui rentre dans l'énergie de manière quadratique. Ça nous donne des intégrales gaussiennes, d'accord. Bon voilà, c'est à peu près, bon j'ai noté, j'ai dit que c'était à peu près la seule chose qu'on savait vraiment faire en phystat, mais c'est vrai qu'en thermodynamique 3, en physique statistique, bon, on est beaucoup sur du calcul de gaussienne, de variance, d'intégrale, d'où la nécessité de connaître la gaussienne sur le bout des toits. Voilà. Donc 3n degré de liberté dans l'espace, donc 3n degré de liberté dans l'espace des impulsions. Alors je saute ce slide parce que j'en avais parlé précédemment. Et je vais maintenant parler de l'ensemble grand canonique. Ok. On a parlé de l'ensemble canonique, maintenant on va parler de l'ensemble grand canonique. Donc un ensemble grand canonique, c'est quoi? Donc c'est un système avec une énergie moyenne E fixée et un nombre de particules moyenne n. Le nombre de particules, c'est la somme sur i des NIPI, où NI, en fait, c'est le nombre de particules pour le niveau d'énergie I, d'accord? Le niveau d'énergie I ayant une probabilité PI, ok? Là, on est dans le cadre discret. Et on introduit l'énergie comme étant la somme sur I des EIPI et l'entropie S comme étant moins KB, le produit de la constante de Boltzmann, par la somme sur I des PI fois log de PI. Alors, l'opérateur de Lagrange est un opérateur qu'on introduit avec une première contrainte pour normaliser les probas. Je crois que j'ai déjà parlé de l'opérateur de Lagrange. Et une contrainte également sur l'énergie moyenne, plus une contrainte sur le nombre moyen de particules. Donc on va poser effectivement notre Lagrangien. Le Lagrangien va être égal à l'entropie moins lambda 1 qui va être à déterminer. Donc lambda 1, ça va être le paramètre de la normalisation des probas, somme sur i des PI moins 1, moins lambda 2, somme sur i des EIPI moins e. Autrement dit, lambda 2 va être le paramètre qui va nous permettre de normaliser, enfin de moyenner l'énergie. Moins lambda 3 somme sur i des NIPI, moins n, où lambda 3 est directement lié au nombre de particules, qui va être, voilà, ce qui va nous permettre de moyenner le nombre de particules. Donc on cherche l'extrémum de cette fonction max, donc je ne rentre pas du tout dans le pourquoi du comment du Lagrangien au sens mathématique, mais c'est une fonction magique, miracle, qui est effectivement posée, nous permet de connaître les extrémums d'une fonction sous contrainte. Autrement dit, on a une fonction grand F de n variables, avec une contrainte C sur ces mêmes n variables qui doit être égal à 0, donc on se débrouille pour avoir cette contrainte sous cette forme. On pose le Lagrangien sous la forme explicitée ici, et on va chercher à en trouver les extrémums en calculant la dérivée partielle de ce Lagrangien par rapport à la variable qui nous intéresse. Ici, la variable qui nous intéresse, c'est l'énergie, donc indirectement à travers sa probabilité PI. Donc la dérivée du Lagrangien par rapport à PI, donc je dérive ceci, j'ai du moins KB logarithme de PI, moins KB moins lambda 1, lambda 1 pour la première contrainte, moins lambda 2 fois EI, deuxième contrainte, moins lambda 3 fois NI, troisième contrainte. Donc, pour avoir un extrémum, il faut pouvoir annuler cette dérivée partielle. Donc, on va poser que la dérivée partielle de Lagrangien par rapport à PI est égale à 0. On en déduit que tout ça est égal à 0.
Donc on fait passer le log d'un côté, et on a de la proba, on a le log de PI qui est égal à moins 1, moins lambda 1 sur KB, moins lambda 2 EI sur KB, moins lambda 3 sur KB NI. Je vous laisse faire les calculs si vraiment vous les reprendre à tête reposée. Après, dans un examen ou dans des calculs de Fistac, thermostat, il faut savoir les faire rapidement dans un examen limité. Si vous avez par exemple 4 exercices avec un exercice qui dure une demi-heure, il faut être capable de les sortir comme ça, ces calculs. Voilà, ok. Donc PI est égal à exponentielle de moins 1 moins lambda 1 sur KB fois exponentielle moins lambda 2 sur KBEI moins lambda 3 sur KB NI, d'accord? Donc j'ai du logarithme, je prends l'exponentielle de tout ça, l'exponentielle du logarithme de PI, c'est PI, et à droite j'ai l'exponentielle d'une somme, et donc c'est le produit de l'exponentielle de par la probabilité de l'exponentielle. Là, on va poser que Z-1 est égal à exponentielle moins 1 moins lambda 1 sur KB, constante de Boltzmann, ok? La condition pour avoir que la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à PI est égale à 0 est celle-ci. D'accord, on va se retrouver avec une probabilité effectivement PI qui est celle que l'on connaît, qui va être du type 1 sur Z exponentielle moins bêta fois l'énergie. Et là, on a de l'exponentielle moins lambda 2 sur KBEI moins lambda 3 sur KBNI. Ok, donc énergie de notre particule I et nombre moyenne de particules I dans l'état d'énergie EI. Ok, donc la dérivée du Lagrangien par rapport au paramètre lambda 1 est égal à 0. Donc on va faire calculer cette dérivée lagrangienne par rapport à PI, par rapport à lambda 1, pour pouvoir avoir ce qui nous intéresse, d'accord? Donc ceci nous implique la condition de normalisation sur les probabilités de tous les états EI d'énergie, EI de notre système, somme de PI, somme sur I des PI qui est égale à 1. On a déduit que 1 sur Z, la somme sur I d'exponentielle moins lambda 2 sur KB EI moins lambda 3 sur KB NI est égale à 1, d'où notre fonction de partition ici. Z qui est égal à somme des exponentielles moins lambda 2 sur KB EI moins lambda 3KB sur NI, ok? Et ça, c'est notre fonction de grand partition, ok? Dans un ensemble microscopique, on fixe tout. Dans un ensemble grand canonique, on fixe tout sauf l'énergie. Mais on fixe l'énergie moyenne, qui va nous permettre de calculer une fluctuation de cette même énergie autour de sa valeur moyenne. Et c'est ce qui va nous intéresser en amphistat. Okay, donc dans un système microscopique, on considère le système isolé, contrairement à un système canonique où le système est en contact thermique, c'est-à-dire il échange des particules, il est en contact thermique à travers un thermostat, il échange des particules avec l'extérieur. Donc pour un gaz parfait, on a vu que on avait calculé E comme étant 3,5 de Kb, constante de Boltzmann, fois le nombre de particules de notre système fois, je crois que L bar, c'est le parcours moyen. Bon. L'énergie, qui est égale à moins la dérivée partielle du logarithme de Z sur dB, moins 1 sur Z. Bon, ça, vous le savez maintenant sur le bout des doigts, vous connaissez par cœur. Donc, PV égale NKBT. Donc, N est fixé dans l'ensemble grand canonique, on fixe le nombre moyen de particules. Okay, lorsqu'on dérive par rapport à notre deuxième paramètre, le Lagrangien, donc la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à lambda 2 qui est égal à 0, on obtient donc la condition de l'énergie moyenne, qui est donc la moyenne des énergies EI des états accessibles de notre système, pondérée par leur probabilité. Ok, donc E est égal à la somme sur I des pays EI, qui est égal à la somme sur I d'1 sur Z exponentielle moins lambda 2 sur KB EI moins lambda 3 sur KB NI EI. C'est moins la constante de Boltzmann multipliée par la dérivée partielle par rapport au paramètre lambda 2 du logarithme de Z. Bon, j'ai mis log, mais c'est le logarithme népérien. Hein. Donc, logarithme népérien de Z, c'est le logarithme en base 10 de Z sur on divise par le logarithme en base 10. Mais bon, on note log en phistat, mais c'est le logarithme népérien. On fait la même chose pour le paramètre lambda 3. Donc, la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à lambda 3 est nulle. D'où la somme sur I des NIPI est égale à N, qui est le nombre moyen de particules. D'accord? Donc, les calculs sont là. Vous mettez pas sur la vidéo, vous pouvez les refaire. De là, on en déduit l'entropie grand S, toujours pareil, donc par définition, moins KB, somme sur I des pays log de pays. On substitue avec notre valeur, notre fonction de partition que l'on a trouvé ici, d'accord, le logarithme d'une exponentielle de ceci, et on va développer. Donc, on obtient quoi? On obtient du KB log de Z plus lambda 2, énergie plus lambda 3N. Ok, lambda 2 c'est la somme sur I des pays et lambda 3, en fait on va avoir ce terme là. Donc finalement on va avoir l'expression de notre entropie qui se met sous la forme KB logarithme de Z plus lambda 2 fois l'énergie plus lambda 3 fois N, le nombre de particules. Donc si je prends la différentielle de S, on va avoir la différentielle de l'entropie est égale à KB, la dérivée partielle du log de Z par rapport à lambda 2,
d de lambda 2, plus kb la dérivée partielle du log de z sur d de lambda 3, d de lambda 3, plus e fois la dérivée partielle de lambda 2, plus lambda 2 fois la dérivée partielle de E, hein, puisque la dérivée partielle de xy, c'est x dérivée partielle de y, plus y dérivée partielle de x, d'accord? Distribue la dérivée partielle. Plus n dérivée partielle de d, pardon, différentielle de lambda 3 plus lambda 3 différentielle de n. Les termes se simplifient, on simplifie ce qu'il y a à simplifier. On simplifie ce qu'il y a à simplifier, et on a la différentielle de l'entropie qui se met sous la forme lambda 2, le différentiel de l'énergie, plus lambda 3, la différentielle du nombre de particules. On a la différentielle d'énergie qui est égale à T fois la différentielle d'entropie, plus mu fois la différentielle de n. Mu, on verra que c'est notre micro est un mu. Non, bref. En fait, la différentielle de l'énergie va donc se mettre par identification, on identifie les termes. On a du ds la hausse, donc on doit avoir du t qui était du 1 sur t qui est égal à lambda 2 égale 1 sur t, et du mu qui est égal, mu c'est voilà, c'est le potentiel chimique, j'avais oublié, pardonnez-moi, mu représente le potentiel chimique de notre système en fait. Voilà. Moi lambda 3 sur lambda 2. Donc, et à retenir par cœur, pour le système grand canonique, on a la fonction de partition qui se met sous la forme pas seulement de l'énergie, mais aussi de notre potentiel chimique mu et du nombre de particules dans l'état Ni, dans l'état d'énergie EI. Ok. Autrement dit, et ça c'est à prendre par cœur parce que dans les exercices c'est pas donné, on suppose que les étudiants le connaissent. Grand Z est égal à somme sur I d'exponentielle moins bêta fois EI moins mu NI, ok. Et la probabilité d'être dans l'état d'énergie EI pour notre particule de notre système s'exprime sous la forme 1 divisé par la fonction de partition grand Z, qui est la nouvelle fonction de partition du système grand canonique, attention, exponentielle moins bêta, le coefficient bêta qui vaut 1 sur kBt, donc comme l'inverse de la température, un facteur 1 sur kB de Boltzmann-Pré, fois l'énergie EI moins le potentiel chimique fois Ni. Ok, le nombre de particules, voilà, donc ça c'est à connaître. Oui, voilà, là j'ai fait une petite digression mathématique élémentaire sur les différentiels exacts. Bon, voilà, pour ceux d'entre vous qui, bon, ça vite d'aller regarder ailleurs, mais bon, vous savez ça, vous savez calculer une différentielle exacte. Si f de grand x est égal à la différentielle de f qui est égale à df sur dx dx, si g est une fonction par exemple de deux variables x et y, hein, vous supposez que x c'est par exemple le potentiel chimique, y c'est, enfin, n, le nombre de, x ça peut être le volume de notre système, et y par exemple la température. À ce moment-là, la différentielle de g va se mettre sous la forme la dérivée partielle de g sur dx dx, plus la dérivée partielle de g sur dy dy, ok. Ici on a la fonction z de partition qui est fonction des paramètres lambda 2 et lambda 3. D'où énergie, donc ça on le sait maintenant par cœur, c'est l'opposé de la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta du logarithme de la fonction de partition. On en déduit donc de ce qu'il y a au-dessus que le nombre de particules de notre système peut s'exprimer directement en fonction de ces trois paramètres grand Z, mu et bêta. Autrement dit, c'est 1 sur bêta, le paramètre bêta, multiplié par la dérivée partielle par rapport au potentiel chimique de notre système du logarithme népérien de la fonction de partition de notre système. Voilà. À partir de là, on peut introduire la fonction d'énergie de Gibbs. Gibbs, G comme Gibbs, qui est égal par définition à l'énergie auquel on soustrait le produit de la température par l'entropie, auquel on soustrait le produit du potentiel chimique de notre système mu par le nombre de particules. De là, on en déduit la différentielle de Gibbs, dg, qui est égale à moins pdv moins sdt moins n d mu, en suivant les règles de calcul que j'ai énoncées suivant, que vous connaissez sur les différentiels. Je suppose, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo. L'entropie grand S est égale à kb logarithme népérien de z plus lambda 2 fois l'énergie plus lambda 3 fois grand N, qui est égal donc à kb logarithme népérien de z, fonction de partition, plus 1 sur t fois l'énergie moins le potentiel chimique mu divisé par la température fois le nombre de particules. Donc, on a donc l'égalité KBT, et là on arrive sur la chose la plus importante, on va arriver vraiment sur la fin, sur la chose la plus importante en thermo, mais laissez-moi juste quelques minutes et on y arrive. Donc on a exprimé donc la différentielle de l'énergie de Gibbs, on l'a calculé, donc voilà, on a cette égalité KBT, logarithme népérien, la fonction de partition est égale à moins E plus TS plus mu n. Ça peut se mettre sous la forme moins de E moins TS moins mu n, qui est égal à l'opposé de G. Ok. Donc, le logarithme de notre fonction de partition, c'est moins le paramètre bêta
multiplié par la fonction de Gibbs, on en déduit en fait que notre fonction de partition peut s'exprimer en fonction de la fonction de Gibbs d'énergie. Donc grand Z va être égal à moins exponentielle moins bêta G. Ok. Mu étant donc un paramètre de contrôle grand canonique, c'est ce que j'ai dit, c'est la potentiel chimique. La pression, ça peut se calculer donc sous la forme moins la dérivée partielle de grand G sur dV, à T n fixé. L'entropie va se calculer également comme étant l'opposé de la dérivée partielle de G par rapport à la température à volume constant et à nombre de particules constant. Donc grand G, la fonction de Gibbs est une fonction du volume de la température de mu. C'est une énergie, c'est une variable extensive. Ok. Autrement dit, elle dépend de manière proportionnelle du volume. Si je double le V ici, je vais doubler mon énergie. Donc, je l'ai écrit différemment en dessous. J'écris G. Si G s'écrit sous la forme A de T mu multiplié par V, alors G, voilà, s'écrit sous la forme moins P de mu J multiplié par V. Ok, bon, là, j'ai explicité un peu les différentiels comme je les avais explicités précédemment. Ok. Bon, ça, c'était pour montrer que la fonction extensive. Donc, pour un gaz parfait, et on va conclure, je crois, là-dessus, puisque, effectivement, la fonction de partition grand canonique, grand Z, va s'exprimer sous la forme, donc d'abord va dépendre du paramètre bêta et du potentiel chimique, et elle est égale à la somme sur tous les états I de notre système de l'exponentielle moins bêta fois l'énergie EI de notre particule, moins mu, le potentiel chimique, fois l'énergie de notre particule I. Ok? Donc, c'est égal à la somme, bon, je remplace le N par le NI par les NI, le N par les NI, pardon. Donc, c'est égal à la somme sur toutes nos particules, de la somme sur toutes les énergies de notre particule, d'exponentielle moins bêta UI fois exponentielle bêta mu, NI. Ok? Donc, ça peut se mettre sous la forme de la somme des 1 sur N factoriel, exponentielle bêta mu, le tout à la puissance N, somme sur I d'exponentielle moins bêta EI, et ça, c'est notre fonction de partition. Autrement dit, ça se met sous la forme, c'est la somme sur toutes les particules des 1 sur N factoriel. Le 1 sur N factoriel, je vous le rappelle, c'est parce que toutes les particules sont indiscernables. Hein. Exponentielle moins bêta mu à la puissance n, grand Z puissance n. Donc ça, c'est la fonction de partition, Z puissance n, pour une particule. Autrement dit, on définit, et je terminerai là-dessus, ce qui est très important, la fonction de partition grand canonique, comme étant finalement grand Z qui est égal à exponentielle phi fois Z, où grand Z est égal à 1 sur h par cube, l'intégrale, donc l'intégrale triple de volume donc même plus c'est une intégrale sur toutes les quantités de mouvement, sur toutes les positions, donc 3 positions d'espace, 3 positions de quantité de mouvement, hein, Px, Py, Pz, X, Y, Z, exponentielle moins bêta fois l'énergie qui dépend de la quantité de mouvement de la particule et de sa position, étant l'expression de la fonction de partition canonique pour une particule. Mais grand Z est égal à exponentielle moins bêta G également. On en déduit donc que la fonction de Gibbs s'exprime sous la forme moins 1 sur bêta fois phi fois Z. À partir de cette égalité, on peut calculer la pression, P égale moins G sur V, qui est égal à moins 1 sur bêta fois phi fois Z sur V, d'où PV, produit de la pression par le volume dans un gaz parfait, est égal au produit phi par le produit Z par KB par la température. Donc on s'attend à retrouver l'équation d'état des gaz parfaits. Il nous faudrait en effet que le produit de phi par Z soit égal à N. Or, donc N est égal à 1 sur bêta fois la dérivée partielle par rapport au potentiel phi chimique du logarithme népérien de la fonction de partition, qui est égal à 1 sur bêta la dérivée partielle par rapport à mu de phi Z, qui est égal à plus 1 sur bêta la dérivée partielle par rapport au potentiel chimique du produit exponentiel bêta mu, puisque ça c'est phi en fait, phi est égal à exponentielle bêta mu, puisque Z est égal à exponentielle phi Z, donc le logarithme de Z est égal à phi Z, donc on a divisé phi en fonction de Z, d'accord. Donc c'est égal à 1 sur bêta fois bêta, ça va simplifier exponentielle bêta mu Z, c'est donc égal à Z phi. Z est la fonction de partition canonique, elle ne dépend pas du potentiel chimique, on retrouve bien l'équation d'état des gaz parfaits, PV est égal à N KBT. Voilà pour cette vidéo.